de ce troisième cours où nous allons effectuer des identifications paramétriques. Alors nous allons ici effectuer une identification paramétrique sur une courbe à 140 degrés, c'est celle-ci, que l'on nommera 140C, 140 degrés Celsius. Il se trouve aussi qu'il y avait certaines valeurs de surstoichiométrie d'H2 et d'air, 1,05 pour la surstoichiométrie d'H2 et 1,5 pour la surstoichiométrie d'air. Bon, ça ne concerne pas pour l'instant. Et ensuite, vous aurez à faire tout seul deux autres identifications, donc la 160C et la 180C, et la quatrième, donc qui est facultative pour ceux qui sont intéressés, et ça va être une identification qui sera vraiment la plus intéressante des quatre, puisque vous allez voir, il faudra vraiment aller chercher à construire vous-même la fonction à minimiser, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc nous allons corriger la 1 ici, vous aurez à faire la 2 et la 3 encore une fois, et la 4 si vous avez envie, et dans une autre vidéo, on fera la correction de la 2, 3 et 4, celle qui reste. Alors dans ce document, il vous faut OpenOffice Calc. Dès que vous verrez donc une case en fond orange, c'est que ce sera à vous de remplir quelque chose. C'est-à-dire c'est vraiment le but de l'exercice. Alors on va commencer par la première, donc c'est dans la feuille 140C. Donc vous voyez, pour chacune des feuilles, vous aurez à peu près la même disposition, avec à chaque fois la densité de courant de la courbe que l'on souhaite modéliser, la tension mesurée de la courbe qu'on souhaite modéliser, la résistance ohmique, qui est une donnée, donc c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a mesuré, et qui est également fourni pour chaque palier de courant, et ensuite les pertes d'activation modélisées, les pertes ohmiques modélisées, les pertes par diffusion modélisées, ensuite le modèle global, qui vient utiliser du coup la tension réversible et 3 pertes pour se calculer, l'écart relatif en pourcent entre la mesure et le modèle ici, entre la mesure et le modèle, l'écart relatif en pourcent, et puis l'erreur quadratique. L'erreur quadratique, c'est un peu comme l'écart relatif, c'est-à-dire que c'est la tension du modèle moins la tension de la mesure, mais le tout au carré. Donc ça va permettre de construire notre fonction erreur pour qu'elle soit toujours positive. Donc on va venir faire l'écart au carré, comme ça sera toujours positif. Et ensuite on va venir, ici dans cette dernière colonne, sommer tous ces écarts ici, pour chaque palier de courant, pour obtenir une seule valeur. Et cette valeur, du coup, ça sera notre objectif, ça sera notre fonction écart à minimiser, ça sera cette valeur-là. Et pour chaque feuille, vous aurez également ce graphe. Donc avec le tracé de la courbe de polarisation expérimentale, et vous aurez aussi le tracé du modèle et de l'écart relatif. Alors l'écart relatif, son axe est à droite. Alors pour les courbes de polarisation, l'axe est à gauche. Donc tension, densité de courant pour les courbes de polarisation. Alors ici, comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas définis, parce que justement, ça c'est exactement le document que vous allez télécharger sur Moodle, c'est-à-dire qu'il n'y a encore rien de rempli. Donc vous avez des cases en orange, donc ce qui sont les cases que vous devez remplir, comme on l'a déjà dit. Donc vous avez premièrement déjà la température de la pile. Donc ça c'est tout simple, c'est ce qui est indiqué, ce que je vous ai indiqué dans le sujet ici. Là nous sommes dans la courbe à 140 degrés, qui s'appelle 140C. Donc ici vous suffit de mettre 140. Alors pourquoi est-ce que je vous le fais remplir? Parce que c'est quand même important, c'est une condition opératoire, il ne faut pas oublier de remplir ce genre de choses. Ensuite, on a donc des grandeurs, des constantes, donc la tension réversible, qui est déjà calculée pour vous, la constante des gaz parfaits, la constante de Faraday, le nombre d'électrons échangés. Donc tout ça, vous n'avez rien à toucher. Encore une fois, vous touchez que les cases orange. Et ici, vous avez les paramètres du modèle. Paramètres à identifier alpha, bêta, J0 et Jlim. Donc que vous retrouverez normalement, que vous devez reconnaître si vous avez regardé la vidéo précédente. Alors mettons qu'on mette des valeurs un peu au pif, on va mettre alpha à 0,5, on va mettre bêta à 0,12 par exemple, on va mettre J0 à 1, E-5 par exemple, allez, E-6, allez, et Jlim à 1,5, allez, ou 1,4 par exemple. Donc ça va nous permettre d'avoir des valeurs de paramètres et donc qu'on n'ait pas des valeurs aberrantes ici. Donc ici, la feuille Excel a été capable de calculer donc, toutes les pertes, UACT, UOB, UDIF. Donc là, on ne va pas détailler tout ce qui est écrit dans chaque case, mais normalement,
si vous regardez, vous retrouverez le modèle qu'on a présenté. On va le faire pour UACT, mais pour UACT, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a bien R fois T, tout ça c'est T, parce qu'on convertit donc les degrés Celsius en degrés Kelvin. Logarithme, ici vous reconnaissez le logarithme de I sur I0, et le tout divisé par alpha NF. Bon, je vous laisserai le vérifier si vous avez envie. Là, on va aller plus vite. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'on vient en fait utiliser les formules qu'on a vues dans le cours. La formule de Tafel ici pour l'activation, la formule R fois I pour la résistance ohmique et la formule de la diffusion qu'on a vue dans le cours. Avec ln de 1 moins I sur I'. Et donc là, dans le graphe, on a bien les trois courbes qui sont tracées. Donc le modèle ici en orange et l'écart relatif entre le modèle et l'expérimentation. Donc là, vu que j'ai mis des valeurs un peu au pif, ben, du coup on a un écart qui est quand même assez conséquent. Hein. On ne peut pas dire qu'on a vraiment bien modélisé notre cours expérimental. Par contre, on a quand même la bonne allure parce que j'ai mis des valeurs que je sais proches de celles qu'on doit obtenir. Et donc vous, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez donc bien sûr rentrer la température, bien évidemment. Et vous allez faire ça, c'est-à-dire déterminer des valeurs de paramètres, mais en tant que point de départ. Donc on va les mettre ici pour l'instant. Donc ça, je vous conseille, là j'ai mis des cases en orange, bon, vous n'êtes pas obligé de remplir ça. Mais je vous conseille de le faire, c'est-à-dire de bien marquer votre point de départ, pour vous souvenir de combien il valait, avant que vous ayez lancé votre opti. Parce qu'une fois que vous aurez lancé votre opti, ben ici, là, il sera plus présent, votre point de départ. Vous aurez du coup la réponse de votre algorithme, de l'algorithme d'identification. Donc je vous conseille de stocker votre point de départ ici. Donc là on voit que mon point de départ il n'est pas trop mal parce qu'il permet d'avoir une courbe à peu près ressemblante. Donc déjà c'est bien. Donc on va rester là-dessus. Ensuite vous avez les bornes des paramètres que pour l'instant je n'ai pas discuté. Donc ça, elles vous sont données. Donc vous avez de la chance parce que là comme je vous ai dit c'est là où se joue l'expertise de la personne qui modélise. Et là elles vous sont données. Donc vous avez les bornes pour alpha entre 0,1 et 0,9. Les bornes pour bêta entre 0,01 et 0,9, les bornes pour J0, 10-7, 10-3, et des bornes pour Jlim. Alors les bornes pour Jlim, faites attention de ne pas mettre un Jlim plus faible que le courant ici, le plus élevé. Là vous voyez c'est 1.15, c'est juste au-dessus de 1.12. Parce que si jamais l'algorithme qu'on va utiliser, il choisit un Jlim qui est plus petit que 1.12, du coup la loi sera plus définie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a un logarithme de 1 moins j sur jlim. Et donc si j est supérieur à jlim, notre logarithme tend vers moins l'infini. Donc bon, là, la borne est quand même très importante pour pas que l'algorithme fasse n'importe quoi. Donc là on vous donne des bornes qui normalement vont vous permettre de trouver une bonne solution. Donc là vous avez quand même une bonne grosse partie du travail qui est faite, parce que si on n'a pas les bornes, on peut se creuser la tête un bon moment et trouver des choses bien aberrantes et voilà, avoir du mal à converger. Bon bref, ici vous avez les valeurs, donc vous avez juste un point de départ à déterminer, là je vous en donne un. Donc ici on ne va pas choisir un point de départ aléatoire, hein. Quand dans le cours on a vu qu'on pouvait aussi choisir un point de départ aléatoire, et du coup comme ça, refaire l'identification peut-être 100, 200, 300 fois, à chaque fois en choisissant un point de départ aléatoire, et ça permet en fait de balayer un petit peu tout le domaine de variation des paramètres pour donner du coup à l'algorithme d'identification toutes les chances de tomber sur le minimum global. Parce que là, quand on part avec des paramètres qui sont choisis manuellement, nous on pense que ces paramètres ils sont pas trop mal, qu'ils ont du sens physique, donc on les met, mais en fait si ça se trouve c'est pas du tout le point de départ dont l'algorithme a besoin pour trouver l'optimum global. Si ça se trouve il va trouver un optimum local, mais pas du tout l'optimum global. Avec ça on n'a aucune garantie. Mais bon, là pour les besoins du TD et le fait qu'on travaille donc sur un tableur, on va choisir manuellement nos paramètres, ça sera plus simple. Donc du coup, le point de départ, je vous conseille de le sauvegarder toujours ici, et ensuite de venir le copier là. Et ensuite, on va faire notre identification. Alors pour ça, vous allez aller dans Outils, Solver. Alors normalement, le solver qui est de base sur le tableur ne permet pas de résoudre ce genre de problème. C'est un solver pour les problèmes linéaires. Là, on n'est pas du tout sur les équations linéaires. Donc, je vous conseille d'en télécharger un nouveau. Normalement, vous avez le tutoriel sur Moodle pour le télécharger. J'espère que vous n'aurez pas trop de soucis. Et une fois qu'il est téléchargé, ça se présente comme ça, mais c'est exactement la même fenêtre
que si vous n'avez pas téléchargé de nouveau solver. En fait, pour l'utilisateur, c'est transparent, hein. La fenêtre est la même, quel que soit le solver qu'on utilise derrière. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à minimiser, on a dit, notre fonction objectif. Donc je vais mettre minimum, et je vais cliquer sur notre somme des erreurs quadratatives, qui est l'objectif à minimiser. Sinon, j'aurais pu mettre valeur 2 et mettre 0 par exemple. Vous pourrez essayer ça aussi si vous avez envie. Parce que de toute façon, elle est positive, strictement positive, donc vous pouvez mettre 0. Donc moi, je vais choisir pour l'instant de mettre le minimum, et là, il va falloir rentrer toutes les contraintes. Alors vous n'êtes pas obligé de rentrer toutes les contraintes, vous pouvez essayer sans. Peut-être que l'algorithme va s'en sortir. Mais bon, si vous voulez être sûr de votre coup, il vaut mieux quand même rentrer donc, les bornes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour chaque paramètre, ici je vais commencer par alpha, pour chaque paramètre, ici alpha, je vais venir lui dire, il faut qu'il soit inférieur ou égal à la borne max. Voilà, pareil pour bêta, il faut qu'il soit inférieur ou égal à sa borne max. Ici pareil pour J0, il faut qu'il soit inférieur ou égal à sa borne max. Ici pareil pour Jlim, il faut qu'il soit inférieur ou égal à sa borne max. On va faire pareil pour toutes les bornes min. Alors on vérifie, là on a bien LL 15, 16, 17, 18, PPP 15, 16, 17, 18. Donc là on est bon. Alors là maintenant on va refaire alpha. Mais cette fois on va sélectionner la borne min. Et on va venir dire qu'il faut qu'il soit supérieur ou égal à la borne min. Bêta, supérieur ou égal à la borne min. J0, supérieur ou égal à la borne min. Et Jlim, enfin, ça va qu'on n'a pas trop de paramètres. C'est l'inconvénient du tableur. Supérieur ou égal à la borne min. Sur MATLAB, ça aurait pu être fait en un instant. Alors on vérifie, on a bien OOO 15, 16, 17, 18 à droite et LLL 15, 16, 17, 18 à gauche avec bien supérieur ou égal dans ce cas-là et inférieur ou égal dans l'autre cas. Et j'ai oublié de dire au solver sur quel paramètre il peut jouer pour minimiser la cellule cible qui est notre fonction objectif. Il faut venir lui dire ici que c'est sur ces paramètres-là qu'il peut bouger. Et en fait, ça je ne vous l'ai pas montré, mais en fait là, les équations qu'il y a là-dedans, les formules qu'il y a là-dedans, elles viennent utiliser les paramètres qui sont là, bien sûr, il y a un lien. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je vous ai dit, il y a alpha, NF, là, dans UACT, alpha, il vient de cette case-là. Donc c'est pour ça qu'on va dire à l'algorithme modifier les valeurs qui sont là, et ça va venir du coup directement modifier les calculs qui sont ici, et donc la tension modélisée, et donc l'erreur quadratique, et donc la somme des erreurs quadratiques. D'accord? Tout ça, c'est lié dans la feuille de calcul. Donc si on modifie là, on modifie ça. D'accord? Donc c'est ce qu'on va dire à notre optimiseur. On va dire à notre optimiseur, je veux que tu minimises cette valeur-là en modifiant ces cases-là. Et en plus, on a défini des contraintes pour chacune des cases sur lesquelles il peut agir. Ça sert à rien de mettre une contrainte sur une case qui ne peut pas agir. Enfin non, je dis une bêtise. Vous pourrez très bien calculer notre indicateur ici et dire que cet indicateur, il faut qu'il soit inférieur ou égal à 0 ou je ne sais quelle valeur. Vous aurez le droit de faire ça. Même si l'optimiseur, il ne peut pas agir dessus, tout en agissant sur ces paramètres-là, il peut très bien impacter un autre indicateur que vous auriez défini. Alors, avant de lancer notre résolution, on va s'assurer qu'on a bien sélectionné le bon solver. Donc ici, il est tout à fait possible que vous ayez par défaut le solver linéaire OpenOffice sélectionné, il vous faut aller en chercher un autre. Donc on peut prendre par exemple le premier, DEPS Evolutionary Algorithm. On laisse la configuration par défaut et vous cliquez sur résoudre. Ça devrait prendre moins de 2 minutes normalement. Donc là on voit qu'il y a une notion d'itération. En fait, l'algorithme nous fait part du fait qu'il fait plusieurs itérations et à chaque itération il vient également nous faire part de son état de stagnation. C'est-à-dire qu'il évalue la stagnation quand d'itération en itération, il se rend compte qu'en fait il a à peu près la même valeur de solution objectif. Et du coup, ce qui se passe des fois, c'est qu'on peut se retrouver avec la stagnation qui augmente. Donc on se dit, là, il est en train de stagner, donc ça veut dire qu'il est en train de converger vers un minimum. Et puis d'un coup, elle diminue, et puis après, ça repart comme là, où il n'y a pas beaucoup de stagnation. Là, vous voyez, de temps en temps, il y a des petits pics de stagnation, et puis après, c'est reparti. Voilà, par contre, c'est complètement fini. Mais ça veut dire, quand il y a un peu de stagnation qui arrive, et puis après, ça s'en va, ça veut dire qu'il était dans un minimum local, l'algorithme,
il était en train de s'enfoncer dans un minimum local, donc ça commençait à stagner, l'erreur commençait à stagner, à stagner, à stagner. Et sauf que heureusement, cet algorithme, il a la capacité de quand même quand il a un jeu de paramètres qui voit qu'à chaque fois qu'il est modifié dans ce sens-là, ben l'erreur diminue, mais il a quand même la capacité d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire quand même d'explorer d'autres valeurs de paramètres pour voir si jamais en fait il n'y avait pas un autre minimum ailleurs qui était mieux. Et du coup, ça le permet des fois comme ça de sortir d'un minimum local. Et donc c'est ce qui se passe grâce par exemple à ces algorithmes évolutionnaires. Vous avez vu qu'on a sélectionné un evolutionary algorithm. Donc ce genre d'algorithmes ont souvent cette capacité-là d'essayer de sortir d'un minimum local pour éviter d'être piégé. Et ça ne garantit pas pour autant d'avoir le maximum global. Hein. Faut quand même le garder en tête. Alors ici, il n'a pas convergé vers une solution. Il a stagné. Donc, comme je vous ai présenté dans l'algorithme, hein, des fois, la stagnation suffit pour qu'on arrête, parce que bon, ça sert à rien d'aller plus loin, et quand ça avance plus. Mais pour nous, ce qui nous intéresse en général, ça suffit. Hein, on aura quand même une erreur suffisamment faible. Mais pour lui, il n'y a pas eu de solution trouvée. Donc là, on fait OK. On fait conserver le résultat, s'il nous va, parce qu'on a quand même une erreur de 10-7, c'est quand même pas mal. Et si on fait restaurer les valeurs précédentes, ben, il va venir remettre le point de départ qu'on avait mis ici. Donc nous, on va faire conserver les résultats. Ça va fermer la fenêtre. Et donc là, il a identifié des paramètres, donc alpha à 0,46, bêta à 0,11, un J0 de 1.3110-6 et un Jlim de 1.29. Il a trouvé une erreur globale de 8-10-7, ce qui est vraiment très très faible. Et donc on voit, pour nous, à l'œil nu, c'est complètement superposé. Avec un écart relatif en 10% de 10-1. Pardon, un écart relatif en pourcent de 10-1. C'est vraiment très bon. Alors, petite précision quand même. Là, en fait, on n'est pas face vraiment à une courbe expérimentale. En fait, je vous ai menti. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'une mesure. Il s'agit d'une courbe qui a été générée par un modèle. Et par un modèle qui ressemble beaucoup à celui qu'on est en train d'identifier. Donc du coup, on s'attend à ce que par identification, on retrouve facilement en fait la courbe, puisqu'elle est issue d'un modèle. Elle n'est pas issue d'une expérimentation où il y aurait du bruit, où il y aurait des instabilités, des choses comme ça. Mais bon, on a choisi de faire ça dans ce TD pour être sûr d'avoir des résultats nickel. C'est ce qu'on appelle faire du modèle-modèle. Cette façon de faire, d'identifier les paramètres, ça sert en général à valider notre algorithme d'identification. C'est-à-dire qu'on va le faire sur une courbe qu'on sait qu'il arrivera à trouver les paramètres et on sait la valeur des paramètres. Donc on sait qu'est-ce qu'il est censé trouver. Donc bon, là on peut considérer, quand vous avez une erreur comme ça, là, même de 10-2 hein, ou de 10-3, vous pouvez considérer que vous avez réussi l'exercice. Et voilà, donc après dans la 160C, ça se présente exactement pareil, vous avez la même page, et de la même façon, il vous faut faire l'identification, et pour le 180 degrés, c'est pareil, c'est la même chose. Et ensuite, il y a le multicourbe. Alors, le multicourbe, c'est vraiment le plus intéressant de tous les cas que nous avons vus. Et même si je vous l'ai mis en facultatif pour le TD, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment intéressant, si vous aimez bien ça. Parce que là, on fait vraiment l'identification paramétrique de haut niveau. Hein. Pourtant, on a juste un petit tableur. Mais ce qu'on va faire, c'est pas courant. Hein. Vous ne trouverez pas ça partout. Il y a même beaucoup de gens qui sortent d'école d'ingénieurs sans jamais avoir fait ce genre d'identification. Même sans jamais avoir fait d'optimisation du tout. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on retrouve nos trois courbes. On retrouve ici la courbe à 140 degrés, dessous la courbe à 160 degrés, et dessous la courbe à 180. D'accord ? Et à chaque fois, pour chacune des courbes, on retrouve donc leur constante, la température, et les paramètres qui sont liés à cette courbe. C'est-à-dire que chaque colonne UACT, UOM, UDIF, elles vont faire appel à ces cases-là pour se calculer. Pour la courbe du dessous, les UACT, UOM, UDIF, ils vont faire appel à ces cases-là. Ce n'est pas les mêmes que celles d'au-dessus, hein, attention. Et pour la troisième courbe, c'est pareil. Les UACT, UOM, UDIF, ils vont faire appel à ces cases-là. Il y a la température qui est là. D'accord ? Et donc vous, ce qu'il vous faut faire, et donc à chaque fois, il y a la somme des erreurs quadratiques qui est calculée pour chaque courbe. Vous, ce qu'il vous faut faire, c'est créer une fonction que vous allez écrire ici, qui va représenter votre fonction objectif, c'est-à-dire votre fonction écart à minimiser. Donc il va vous falloir la créer, c'est-à-dire à partir des sommes des erreurs que vous avez ici, comment est-ce que vous pouvez déterminer
un indicateur global de ces erreurs, par exemple. Ensuite, vous allez venir réfléchir à quels paramètres vous avez besoin, ici, que vous allez ensuite identifier. D'accord ? Et vous pourrez stocker votre point de départ là. Alors attention, il y a quand même une petite indication, c'est qu'on vous demande quelque chose de spécial. On vous demande dans cet exercice, attention c'est important, on vous demande que alpha et bêta soient les mêmes pour toutes les courbes. C'est-à-dire qu'en fait, ici, là, vous allez vous retrouver avec un seul alpha identifié. Votre algorithme d'identification, il faut qu'il ait qu'un seul alpha identifié. Par contre, ce alpha, il faut qu'il impacte toutes les courbes. D'accord ? Premier point. Ça va être la même chose pour bêta. Bêta et alpha, ils vont être communs à toutes les courbes. D'accord ? Donc vous aurez juste un alpha, un bêta ici. Par contre, J0 et Jlim, comme je vous l'ai expliqué dans le cours, ils vont impacter vraiment l'allure de la courbe ici à faible courant et à fort courant. Donc il faut nécessairement qu'ils soient différents pour chacune des courbes. Il faut vraiment qu'il y ait un Jlim différent entre cette courbe-là et cette courbe-là. Parce que vous avez vu, celle-là, elle est quasiment droite et celle-là, elle n'est pas droite. Et comme on a mis en commun le bêta, on a dit on veut le même bêta ici et ici, mais la seule façon de faire le coude ici, c'est de changer le Jlim. Donc il faut que Jlim et I0 soient différents par courbe, c'est la consigne. Donc je répète, vous avez un seul alpha, un seul bêta pour toutes les courbes, par contre un J0 par courbe et un Jlim par courbe. Et donc c'est à vous de réfléchir de qu'est-ce que vous allez mettre ici, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez dire que le solver peut modifier et quelles sont les bornes associées à ces paramètres. Voilà, donc j'espère que vous y arriverez si ça vous intéresse. Dans une prochaine vidéo, donc je ferai le corrigé total de tout le tableur, là, de toute l'identification, de la 140, 160, 180 et du multicourbe. Et dans le multicourbe, je vous donnerai quelques indices, c'est-à-dire que je ne vais pas tout corriger d'un coup, vous pourrez très bien stopper la vidéo après un indice, voir si ça vous débloque. Voilà, donc bon courage pour ces exos, et on se retrouve dans une dernière vidéo, troisième vidéo, pour la correction. Voilà, merci.